Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres. Climat tendu au Kenya dans l'attente des résultats de l'élection. L'opposition réclame que son candidat, Raila Odinga, soit proclamé vainqueur. La tension monte encore d'un cran entre la Corée du Nord et les États-Unis. Pyongyang affirme que le président américain est dépourvu de raison et présente son plan d'attaque. En fin de journal, nous irons à la rencontre de l'artiste plasticien sénégalais Djibril André Diop, surnommé aussi le maître du fer. Au Kenya, je vous le disais à l'instant, l'opposition exige que son candidat Raila Odinga soit déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. L'opposition qui remet toujours en cause les chiffres provisoires, mais les résultats définitifs ne seront pas connus avant demain midi, annonce la commission électorale. Clarisse Fortuné. Les résultats des élections au Kenya sont encore en cours de vérification. Mais déjà, l'opposition demande que Raila Odinga soit déclaré vainqueur. Nous avons reçu des informations confidentielles de la commission électorale qui nous ont livré les résultats de leur banque de données informatiques. L'opposition avait jusque-là dénoncé un système électoral frauduleux et manipulé par des hackers, ce que la commission réfute. Il n'y a pas eu d'interférence externe ou interne dans le système à aucun moment, avant, pendant ou après le vote. Les Kenyans ont voté en grand nombre mardi dernier lors d'élections qui se sont déroulées sans incident majeur. Des résultats préliminaires indiquent le président sortant Uhuru Kenyatta comme le vainqueur, dépassant largement son rival Raila Odinga. Les observateurs internationaux surveillent étroitement la situation et appellent au calme. Nous avons la capacité ici, ce qui est primordial, de garantir un décompte approprié, transparent des bulletins, et les gens doivent être patients. Ils ont besoin de laisser ce processus se dérouler jusqu'au bout et de ne pas tirer de conclusions hâtives à ce stade. Beaucoup dépend de la manière dont l'opposition répondra si elle rejette les résultats. Le Kenya pourrait éviter la violence si les disputes sont amenées au tribunal plutôt que dans la rue. Voilà, et vous l'avez entendu dans cette réaction de John Kerry, patience et calme, ce sont les mots d'ordre lancés par les observateurs internationaux au Kenya. Ils disent ne pas avoir observé de signes de fraude électorale et saluent la bonne tenue du scrutin, comme Aminata Touré, l'ex-première ministre du Sénégal. Avec John Kerry, elle fait partie de la mission d'observation du Centre Carter, qui œuvre pour la promotion et la démocratie. Le processus était très inclusif, il n'y a pas eu d'incident du tout et les gens se sont mis d'accord sur les résultats et chaque représentant de candidat est parti avec la copie du formulaire 34A où l'ensemble des résultats sont consignés. La coordination des chefs de mission a reçu M. Odinga qui était candidat à l'élection présidentielle. Il a effectivement affirmé que le système électoral a été hacké, comme on dit. Mais nous l'avons entendu, je pense que ce qu'il dit mérite une investigation. Mais en tout état de cause, les résultats qui seront affichés électroniquement sont vérifiables, puisque chaque représentant de parti possède le formulaire qui comptait les différentes voix. Voilà pour la réaction d'Aminata Touré, l'ex-première ministre du Sénégal. Le Sénégal où Abdoulaye Wade menace de ne plus participer à aucune élection organisée par le gouvernement de Macky Sall. Lors d'une conférence de presse hier, l'ex-président a dénoncé une mascarade électorale. Il fait référence au scrutin législatif au terme duquel sa coalition a remporté 19 sièges. La prochaine échéance électorale au Sénégal est prévue pour 2019. Il s'agira de la présidentielle. Syndicat Dokolo lance un mouvement citoyen baptisé Debout Congolais. Sur la plateforme en ligne de son mouvement, l'homme d'affaires et gendre du président de l'Angola invite les Congolais à agir pour sauver la RDC en 2017. Critique du président Joseph Kabila, il est aussi un proche soutien de la figure de l'opposition, Moïse Katumbi.
Dans l'actualité internationale, le ton continue de monter entre la Corée du Nord et les États-Unis. Depuis le début de la semaine, les deux pays s'affrontent dans une guerre verbale. Et ce matin, Pyongyang a présenté un plan d'attaque détaillé contre le territoire américain de Guam. La Corée du Nord accuse également Donald Trump d'avoir perdu la raison. Lamine Noureddine Konkogo nous en dit plus. Un autre message au vitriol à la télévision nord-coréenne. Cette fois-ci, il s'agit de donner dans le détail le plan d'attaque contre l'île de Guam. Cette île américaine dans l'océan Pacifique est dans le collimateur de Pyongyang. La Corée du Nord dit qu'elle va y tirer 4 missiles, pas directement sur l'île, mais dans les eaux qui l'entourent. Guam abrite des dizaines de milliers d'habitants et ces derniers sont inquiets. Bien évidemment, je suis vraiment préoccupé en tant que père. Je prie pour que tout cela n'arrive pas. Je suis totalement rassuré. Les États-Unis nous protégeront. En tout cas, la guerre verbale entre la Corée du Nord et le président américain est loin de faiblir. Donald Trump s'est targué de ce qu'il appelle le puissant arsenal nucléaire de son pays, arsenal qu'il dit être à la hauteur de la menace que pose Pyongyang depuis des années. Ce qui change cette fois-ci, c'est de voir la même rhétorique incendiaire de la part du président américain. Bien entendu, cela fait monter la tension et donne à Pyongyang une justification pour le maintien de son programme nucléaire. Ça nourrit leur propagande anti-américaine. Tandis que Trump fait dans la surenchère, l'espoir d'éviter la confrontation demeure cependant. Certains au sein de son administration jouent à mettre du bémol aux menaces radicales du président. La situation est bien difficile. Je dirais par ailleurs que son ministre de la Défense et son conseiller à la sécurité nationale sont des personnalités respectées au plan mondial. Il y a des têtes raisonnables dans son entourage et j'espère qu'il les écoutera. Le Conseil de sécurité de la Corée du Sud voisine a tenu une réunion d'urgence pour débattre de la menace. Séoul dit maintenir sa main tendue pour le dialogue, mais à Pyongyang, l'atmosphère n'est pas à la conciliation. Mercredi, une masse de Nord-Coréens a marché dans la rue pour soutenir leur leader. En toute évidence, jouer la carte de l'apaisement en ce moment n'est pas nord-coréen. Et dans le reste de l'actualité de ce jeudi, nouveau drame de l'immigration. 300 Africains ont été jetés volontairement à la mer par des passeurs au large des côtes du Yémen. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, 5 corps ont été repêchés. Une cinquantaine de personnes sont encore portées disparues. Les migrants venaient principalement de Somalie et d'Éthiopie. À Londres, un bus à Impérial s'est écrasé dans la façade d'un magasin. Au moins 10 personnes ont été blessées. 2 passagers qui étaient bloqués à l'étage du bus rouge typique de Londres ont pu être dégagés. Visiblement, le conducteur avait perdu connaissance quelques secondes avant l'accident. Le Zimbabwe annonce la construction d'une nouvelle université nommée Robert Mugabe. Coût total des travaux, $1 milliard. Dans le pays, certains se demandent comment le gouvernement trouvera les fonds pour sa construction, alors que le Zimbabwe traverse une grave crise économique. De la vitamine B3 contre les fausses couches, c'est le résultat d'une étude menée en Australie. Les scientifiques ont découvert que cette simple vitamine présente dans la viande et les légumes permettait de réduire le nombre de fausses couches et handicaps à la naissance. C'était il y a 10 ans exactement, la crise financière éclatait, plongeant l'économie mondiale dans le chaos. À l'origine de la crise, les fameux crédits subprime aux États-Unis qui ont contaminé tout le système financier. 10 ans plus tard, les effets de cette crise se font encore sentir. Olivier Weber. C'était une journée calme d'été, quand les marchés ont commencé à paniquer. Nous vivons toujours avec les conséquences. Il y a 10 ans exactement, une banque française, BNP Paribas, annonçait que des centaines de millions de dollars investis dans des prêts immobiliers américains ne valaient peut-être plus grand-chose. Mais BNP Paribas n'était pas seul. Les banques et les hedge funds du monde entier avaient placé plusieurs milliers de milliards de dollars dans des investissements similaires, sans vérifier si les emprunteurs immobiliers sur lesquels reposaient les produits étaient capables de rembourser leurs prêts. Certains économistes prédisaient depuis des mois déjà une catastrophe, en vain. On me traitait de folle. Je me faisais insulter sur les réseaux sociaux, c'était assez effrayant.
La crise du crédit a éclaté parce que les banques avaient investi des milliers de milliards dans des obligations adossées à des emprunts immobiliers aux États-Unis et n'avaient plus la moindre idée combien eux ou leurs concurrents avaient perdu. Les banques se prêtent habituellement de l'argent tous les jours, mais prise de doute sur la solvabilité des concurrents, elles ont arrêté de prêter. Conséquence, une paralysie financière planétaire. C'était le plus grand krach financier depuis 1929. Les effets se sont fait ressentir, surtout dans l'économie réelle. Les marchés financiers se sont très bien remis. La bourse américaine vole aujourd'hui de record à record, mais l'économie réelle a vraiment stagné. Les salaires n'ont plus augmenté depuis 10 ans. C'est ça le vrai impact à long terme de la crise. Pour résoudre la crise, les États ont mis la main à la poche pour sauver les banques défaillantes. Les banques centrales ont fait tourner la planche à billets pour injecter des liquidités dans un corps malade. Enfin, les gouvernements ont introduit des réformes censées décourager les risques excessifs et permettre aux banques de faire faillite sans menacer l'ensemble du système. Mais l'histoire nous révèle qu'il y aura forcément d'autres crises financières. Direction Dakar au Sénégal où l'artiste plasticien Djibril André Diop suscite l'intérêt de nombreux passionnés d'art. Sa matière de prédilection, le fer, avec lequel il réalise des objets de toutes sortes qui sont exposés aussi bien chez lui, au Sénégal, qu'aux États-Unis. Franck Noudofin l'a rencontré. Djibril André Diop est né à Saint-Louis en 1953. L'artiste plasticien contemporain sénégalais s'est fait connaître par ses sculptures métalliques. Sa particularité, il ne chauffe pas le métal avant de le façonner en objet d'art. Le métal, maintenant, je suis arrivé à un point que je le caresse et il obéit. Quand vous regardez mes travaux, le fer ici chez moi, il n'est plus chauffé. Il n'est plus chauffé. Le fer, je le plie comme je veux. Je le caresse et il obéit. Je me suis dit que quand vous voyez l'organisme, quand ça n'a plus de fer, on est anémié. Alors j'ai dit que je pouvais mieux communiquer avec le métal que les autres matériaux. À la fin des années 1970, Djibril André Diop participe à l'exposition itinérante Art contemporain du Sénégal en Europe et aux États-Unis. Mais c'est en 1977 qu'il redécouvre sa passion pour l'art, après avoir pris part aux côtés de ses pairs à la 2e édition du Festival mondial des arts nègres à Lagos, au Nigeria. L'artiste se définit aujourd'hui comme un élément de la nature. Je ne fais pas un plan avant de travailler, non. C'est la somme des émotions, de ce que j'ai rencontré et qui se trouvent être des idées et qui sont dans le magasin de l'esprit. Aujourd'hui, Djibril André Diop poursuit sa carrière au Sénégal, au village des Arts de Dakar. L'artiste de 64 ans se dit toujours apte à innover, car comme le dit-il, l'esprit ne tarit jamais d'idées. Franck Noudofin pour BBC Info. On passe au sport. Il est devenu le héros des mondiaux d'athlétisme à Londres. Le Botswanais Isaac Makwala revient de loin. Il disputera ce soir la finale du 200 mètres messieurs. Makwala s'est qualifié de manière inédite, gardé éloigné du stade en raison d'une maladie. Il a été autorisé à courir seul pour se qualifier pour les demi avant de décrocher son billet pour la finale. Et s'il gagne, le gouvernement de son pays a annoncé qu'il décrétera un jour férié en son honneur, le Makwala Day. Pour oublier le départ de Neymar, Barcelone est à la recherche d'un nouveau joueur. Le Barça aurait proposé 100 millions d'euros à Liverpool pour recruter Philippe Coutinho. Une offre refusée. Le milieu de terrain brésilien n'est pas à vendre. D'ailleurs, au mois de janvier, le joueur avait signé un nouveau contrat de 5 ans sans clause libératoire. En Côte d'Ivoire, Kolo Touré a été nommé sélectionneur adjoint de l'équipe du CHAN et l'équipe olympique. L'ancien défenseur de Manchester City sera à l'œuvre dès ce dimanche pour les éliminatoires du CHAN. La Côte d'Ivoire affrontera le Niger. Avant de se quitter, direction les États-Unis où 2 apprentis voleurs braquent un magasin, mais ils repartent bredouille. Regardez, ils ont en fait été surpris par la bravoure des propriétaires de cette boutique. Très calme et pas du tout effrayé, vous le voyez. Le père et le fils se sont jetés sur le voleur sous les yeux du complice qui ne sait pas trop quoi faire. Alors le malfrat s'est débattu pendant plusieurs minutes, vous le voyez. Son complice est même parti sans lui. Il se débat, son complice revient. Voilà, il a finalement échappé aux mains des commerçants. La police est toujours à leur recherche. Fin de ce journal, très bonne soirée à tous.